Tu crois te connaître. Tu connais tes préférences, tes valeurs, ce qui te met en mouvement. Mais voici la vérité brutale que Jung a découverte en affrontant son propre inconscient. La personne que tu penses être n'est qu'une narration réconfortante que ton esprit a construite pour éviter de confronter qui tu es vraiment. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça », tu dis en réalité « j'ai besoin de croire que je suis comme ça pour ne pas m'effondrer ». Les neurosciences le confirment. 95% de tes décisions sont prises inconsciemment, mais tu inventes des raisons conscientes pour chacune d'elles. Ce que tu vas découvrir ici révèle le paradoxe le plus troublant de la conscience humaine. Plus tu crois te connaître, moins tu te vois vraiment. Et cette illusion sabote silencieusement chaque aspect de ta vie. Il existe un gouffre entre qui tu prétends être et qui tu deviens quand personne ne regarde. Ce gouffre se nomme l'inconscient, et il dévore les rêves plus rapidement que le doute ou la peur ne pourrait jamais le faire. Jung le savait mieux que quiconque. En 1913, à 38 ans, il prit une décision qui faillit le détruire. Il décida de descendre consciemment dans les profondeurs les plus sombres de sa propre psyché, sans protection, sans masque. Pendant 6 années, il tint un journal quotidien de cette confrontation, dialoguant avec des figures terrifiantes de son inconscient, des archétypes qui le défiaient, des ombres qui révélaient ce qu'il avait passé toute sa vie à nier. Il appela cette période sa confrontation avec l'inconscient, et il admit plus tard qu'il avait frôlé la folie. Mais ce qu'il découvrit changea pour toujours notre compréhension de ce que signifie vraiment se connaître soi-même. La conscience que tu crois avoir de toi n'est qu'une narration confortable que ton psychisme construit pour éviter la vérité insupportable. Tu te racontes une histoire cohérente sur qui tu es, pourquoi tu agis comme tu agis, ce que tu veux vraiment. Mais cette histoire est une fiction psychique élaborée. Antonio Damasio, neuroscientifique de renommée mondiale, a démontré dans ses recherches que ton cerveau crée cette narration après coup, reconstruisant rétrospectivement tes motivations pour te donner l'illusion du contrôle conscient. Ce que tu appelles « toi » n'est qu'une interprétation tardive d'événements neurologiques qui se sont déjà produits dans les profondeurs de ton système nerveux. Freud l'avait pressenti un siècle plus tôt. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Tu n'es pas celui qui décide. Tu es celui qui justifie les décisions déjà prises par des forces inconscientes que tu refuses absolument de reconnaître. Observe maintenant comment ta psyché construit cette illusion. Chaque matin, tu te réveilles avec une certaine image de toi-même. Cette image n'est pas le résultat d'une observation objective, mais une construction défensive que Freud appelait le moi. Ce moi n'est pas toi. C'est une structure psychique qui négocie constamment entre tes pulsions inconscientes les plus primitives, que Freud nommait le ça, et les exigences morales écrasantes de ce qu'il appelait le surmoi. Tu passes ta vie entière coincée dans cette bataille invisible, croyant que tu choisis librement, alors que tu ne fais que réagir mécaniquement à des conflits intérieurs dont tu ignores totalement l'existence. Jung allait encore plus loin. Il découvrit que nous portons tous ce qu'il nommait une persona, un masque social que nous construisons pour être acceptés, pour correspondre aux attentes du monde extérieur. Avec le temps, ce masque devient si convaincant que nous finissons par croire que c'est nous. Nous oublions complètement qu'en dessous de cette façade élaborée se trouve une réalité psychique bien plus complexe, bien plus terrifiante, bien plus vraie. Mais voici ce que Jung a découvert pendant sa descente dans l'inconscient qui change tout. En dessous de la persona, en dessous du moi conscient, en dessous même des structures que Freud avait identifiées, il existe ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre n'est pas simplement tes défauts ou tes faiblesses. L'ombre est l'ensemble de tout ce que tu as rejeté de toi-même pour survivre psychiquement. C'est chaque émotion que tu t'es interdit de ressentir, chaque désir que tu as jugé inacceptable, chaque aspect de ta personnalité que tu as banni dans les profondeurs parce qu'il ne correspondait pas à l'image que tu voulais projeter. Jung passa des années à dialoguer avec sa propre ombre dans ce qu'il appela l'imagination active, une technique où il descendait consciemment dans son inconscient pour rencontrer ces figures rejetées. Ce qu'il découvrit le bouleversa.
L'ombre contient non seulement ce que tu as de pire, mais aussi ce que tu as de plus vital, de plus créatif, de plus authentiquement toi. Chaque défense psychique que tu ériges pour te protéger devient la prison qui t'empêche de devenir qui tu es vraiment. Joseph Ledoux, neuroscientifique spécialiste de la peur et de la mémoire émotionnelle, a démontré comment l'amygdale, cette structure primitive du cerveau, réagit aux menaces avant même que tu en sois conscient. Ton système nerveux détecte le danger et déclenche des réponses défensives des millisecondes avant que tu réalises consciemment ce qui se passe. Ce mécanisme, vital pour ta survie physique, devient un obstacle majeur à ta conscience psychique. Parce que ton cerveau traite comme une menace mortelle non seulement les dangers extérieurs, mais aussi les vérités intérieures qui menacent l'image que tu as construite de toi-même. Chaque fois que tu approches d'une révélation sur qui tu es vraiment, ton amygdale s'active comme si un prédateur t'attaquait et tu fuis immédiatement vers des pensées plus confortables, des rationalisations rassurantes, des distractions salvatrices. Freud catalogua ces mécanismes avec une précision clinique. Il les appela mécanismes de défense, la projection, où tu attribues aux autres ce que tu refuses de voir en toi, le déni, où tu rejettes purement et simplement des réalités trop douloureuses, la rationalisation, où tu inventes des explications logiques pour des actions motivées par l'inconscient, le refoulement, où tu pousses hors de ta conscience des souvenirs, des émotions, des désirs trop menaçants pour être tolérés. Ces mécanismes fonctionnent automatiquement, invisiblement, constamment. Tu ne les choisis pas, tu ne les contrôles pas, tu n'en es même pas conscient. Ils façonnent ta perception de la réalité sans que tu puisses le remarquer. Et voici le paradoxe le plus cruel. Plus ces défenses sont actives, moins tu peux les détecter. Plus tu es inconscient, moins tu peux devenir conscient. C'est comme essayer de voir tes propres yeux sans miroir. Et c'est là que les neurosciences révèlent quelque chose de véritablement troublant. Lisa Feldman Barrett, chercheuse révolutionnaire en neurosciences affectives, a démontré que ton cerveau ne réagit pas passivement au monde. Il le prédit constamment. Ton cerveau génère en permanence des prédictions sur ce qui va se passer. Et ce que tu perçois comme la réalité n'est en fait que la confirmation ou l'infirmation de ces prédictions. Applique cette découverte à la conscience de soi. Tu ne te vois pas tel que tu es, tu te vois tel que ton cerveau prédit que tu devrais être, basé sur toutes les histoires que tu t'es racontées sur toi-même depuis l'enfance. Ton cerveau filtre activement toute information qui contredit cette prédiction. Les recherches en neurobiologie montrent que nous dépensons considérablement plus d'énergie cognitive à confirmer nos croyances existantes qu'à les remettre en question. Nous sommes neurologiquement programmés pour rester inconscients. L'ombre n'est pas ce que tu as de pire en toi, c'est ce que tu refuses absolument de reconnaître comme tien. Jung le comprit à travers une expérience déchirante. Pendant sa confrontation avec l'inconscient, il rencontra dans ses visions une figure qu'il nomma Philémon, un vieil homme ailé qui représentait une sagesse qui n'était pas la sienne consciente. Philémon lui révéla que Jung projetait constamment sur les autres des aspects de lui-même qu'il ne pouvait tolérer. Jung réalisa alors qu'il avait passé des années à critiquer chez Freud précisément les qualités qu'il refusait de voir en lui-même. L'autoritarisme, le dogmatisme, la rigidité intellectuelle. Cette prise de conscience fut dévastatrice. Elle lui montra que la plupart de nos conflits avec autrui ne sont que des batailles avec notre propre ombre projetée sur l'écran du monde extérieur. Observe maintenant un phénomène que tu as probablement vécu sans jamais le comprendre. Il existe des personnes qui te mettent dans des états émotionnels intenses et inexplicables. Quelqu'un dit quelque chose d'anodin et tu ressens une rage disproportionnée. Quelqu'un agit d'une certaine manière et tu éprouves un dégoût viscéral. Quelqu'un possède une qualité particulière et tu ressens une envie dévorante ou un mépris injustifié. Jung appelait cela la projection de l'ombre. Ce qui te dérange si intensément chez l'autre n'est que le reflet de ce que tu as banni en toi-même. Ce que tu admires excessivement chez autrui est souvent ce que tu t'es interdit de développer.
Daniel Siegel, spécialiste de la neurobiologie interpersonnelle, a montré comment nos cerveaux s'interconnectent inconsciemment avec ceux des autres, créant ce qu'il appelle l'intégration interpersonnelle. Mais cette connexion fonctionne principalement à travers nos zones d'inconscience. Nous ne voyons chez l'autre que ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Freud appelait cela quelque chose de troublant, qu'il nomma le transfert. Il découvrit en travaillant avec ses patients que ceux-ci projetaient sur lui des figures de leur passé, généralement parentales, et réagissaient à lui non pas comme à la personne qu'il était, mais comme à ses figures inconscientes. Plus révélateur encore, Freud admit que lui-même faisait la même chose avec ses patients, ce qu'il nomma le contre-transfert. Cette découverte humiliante lui montra que même le psychanalyste le plus formé reste prisonnier de ses propres inconscients. Nous rejouons constamment des drames psychiques dont nous ignorons complètement le script. Nous répétons des patterns relationnels destructeurs génération après génération, relation après relation, en croyant sincèrement que cette fois c'est différent. Ce n'est jamais différent tant que l'inconscient reste inconscient. Attends de comprendre pourquoi cette résistance est en fait ta plus grande protection psychique. Adler, qui fut d'abord disciple de Freud, puis développa sa propre approche, découvrit quelque chose que même Jung n'avait pas pleinement saisi. Il identifia ce qu'il nomma le complexe d'infériorité, non pas comme une simple faiblesse, mais comme une force motrice fondamentale de la psyché humaine. Selon Adler, nous construisons toute notre personnalité, tous nos comportements, tous nos mécanismes de défense en réponse à un sentiment profond d'infériorité que nous développons dans l'enfance. Ce sentiment est tellement intolérable que nous passons notre vie entière à le compenser, créant ce qu'Adler appelait des fictions directrices, des objectifs inconscients de supériorité qui guident chacune de nos actions sans que nous le sachions. La résistance la plus forte n'est pas celle que tu opposes au monde extérieur, mais celle que tu opposes à ta propre lucidité. Voici comment cela fonctionne dans les profondeurs de ta psyché. Imagine que tu portes en toi depuis l'enfance la conviction inconsciente que tu n'es pas assez, que tu es fondamentalement défectueux, indigne d'amour, incapable de réussir. Cette conviction est tellement douloureuse que ton psychisme construit automatiquement une défense, une image compensatoire de toi-même comme quelqu'un de fort, de capable, de spécial. Tu investis toute ton énergie psychique à maintenir cette image compensatoire, parce que si elle s'effondre, tu te retrouves face à la conviction d'infériorité originale que tu ne peux tout simplement pas tolérer. Donc, chaque fois que la vie te présente des preuves qui contredisent ton image compensatoire, chaque fois que tu échoues, que tu es rejeté, que tu te sens inadéquat, ton psychisme mobilise immédiatement ses défenses les plus puissantes. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu protèges quelque chose que tu considères comme ta survie psychique. Richard Davidson, pionnier des neurosciences contemplatives, a démontré quelque chose de fascinant à travers ses recherches sur la neuroplasticité. Il a montré que notre cerveau peut se réorganiser profondément, créer de nouveaux circuits neuronaux, modifier des patterns émotionnels enracinés depuis des décennies. Mais cette transformation exige quelque chose que la plupart refusent absolument. Elle exige de rester consciemment présente à la douleur que nous avons passé toute notre vie à éviter. Davidson a observé que les méditants expérimentés développent une capacité unique. Ils peuvent observer leurs états émotionnels les plus perturbants sans y réagir automatiquement, sans fuir, sans se défendre. Cette capacité, qu'il appelle conscience métacognitive, est précisément ce que Jung décrivait quand il parlait de tenir l'attention des opposés. C'est l'aptitude à rester présent à deux vérités contradictoires simultanément sans s'effondrer. Je suis à la fois celui que je crois être et celui que je refuse de voir. Lequel de ces mécanismes de défense reconnais-tu le plus profondément en toi? La projection, où tu vois constamment chez les autres ce que tu nies en toi. Le déni, où tu refuses simplement d'admettre des réalités évidentes. La rationalisation, où tu inventes des explications logiques pour des comportements irrationnels. Partage ta réflexion en commentaire, parce que nommer ta défense principale
est déjà un acte de conscience que peu osent accomplir. Jung appelait le processus de devenir conscient individuation. Ce n'était pas pour lui un concept abstrait, mais le travail d'une vie entière. L'individuation n'est pas devenir meilleur ou plus acceptable, c'est devenir entier en acceptant ce qui te terrifiait en toi. C'est intégrer l'ombre que tu as rejetée, reconnaître la persona comme un masque et non comme ta vérité, descendre dans les profondeurs de l'inconscient collectif pour y rencontrer les archétypes universels qui habitent aussi ta psyché. Jung comprit que nous ne pouvons jamais éliminer l'inconscient, nous ne pouvons que l'élargir graduellement en rendant conscient ce qui était inconscient. C'est un processus douloureux, lent, qui n'a pas de fin. Jung lui-même, jusqu'à ses derniers jours, continuait à découvrir de nouveaux aspects de son inconscient qu'il n'avait jamais soupçonnés. Le processus d'individuation commence toujours par une crise. Quelque chose s'effondre dans ta vie, tes défenses habituelles cessent de fonctionner, tu te retrouves face à une souffrance que tu ne peux plus éviter. Jung l'appelait la confrontation avec l'ombre. C'est le moment où tu dois regarder en face ces aspects de toi que tu as passé toute ta vie à nier. Ce moment est terrifiant parce qu'il menace ton identité tout entière. Si tu acceptes que tu es aussi cette personne égoïste, manipulatrice, lâche, vulnérable que tu as rejetée, qui es-tu alors? Ton image de toi-même s'effondre. Mais c'est précisément dans cet effondrement que la transformation devient possible. Parce que l'image que tu as perdue n'était qu'une construction défensive de toute façon. En dessous de cette image, quelque chose de plus authentique attend d'émerger. Stephen Porges, créateur de la théorie polyvagale, a révélé comment notre système nerveux autonome régule inconsciemment nos états de connexion et de défense. Il a identifié 3 systèmes. Le système ventral vagal, qui nous permet la connexion sociale et la présence calme, le système sympathique qui nous mobilise pour le combat ou la fuite, et le système dorsal vagal qui nous fige dans l'immobilisation. Ce que Porges a découvert de crucial, c'est que nous basculons entre ces états sans aucun contrôle conscient, basés sur des perceptions de sécurité ou de menaces qui se produisent en dessous du seuil de conscience. Applique cela à la conscience de soi. Quand tu approches d'une vérité dérangeante sur toi-même, ton système nerveux la détecte comme une menace et te fait automatiquement basculer vers un état de défense ou de fuite. Tu te distrais, tu rationalises, tu fuis dans l'action ou tu te figes dans le déni. Tout cela se produit neurologiquement avant que tu aies la moindre chance d'y réfléchir consciemment. Viktor Frankl, psychiatre qui survécut à Auschwitz, découvrit dans les camps quelque chose qui illumine tout ce processus. Il observa que ceux qui survivaient n'étaient pas les plus forts physiquement, mais ceux qui trouvaient un sens à leur souffrance. Frankl réalisa que nous pouvons tout supporter si nous comprenons pourquoi nous le supportons. Il développa ce qu'il appela la logothérapie, thérapie par le sens, basée sur cette intuition fondamentale. Applique cela à la conscience de soi, la douleur de te voir vraiment, d'affronter ton ombre, de reconnaître tes mécanismes de défense, devient tolérable si tu comprends que c'est le seul chemin vers l'authenticité et la liberté intérieure. Sans ce sens, la douleur est insupportable et tu fuis immédiatement vers l'inconscience confortable. Avec ce sens, tu peux rester présent même à ce qui te déchire, parce que tu sais que c'est précisément cette présence qui te libère. Adler a découvert une vérité qui explique pourquoi tant de personnes restent prisonnières de l'inconscience toute leur vie. Il identifia ce qu'il nomma le « style de vie », un pattern psychologique unique que chaque personne développe dans l'enfance pour composer avec son sentiment d'infériorité. Ce style de vie devient si profondément enraciné qu'il fonctionne comme un filtre invisible à travers lequel nous interprétons absolument toutes nos expériences. Si ton style de vie est basé sur la méfiance, tu interpréteras même les gestes les plus bienveillants comme des manipulations. Si ton style de vie est basé sur la victimisation, tu trouveras des preuves partout que le monde est contre toi. Le plus troublant, c'est que tu ne vois jamais ce filtre lui-même, tu vois seulement ce qu'il te permet de voir. Adler comprit que changer le style de vie exige de remonter aux convictions fondamentales sur lesquelles il est construit.
convictions généralement formées avant l'âge de 5 ans, et de les confronter consciemment à la réalité présente. Les fragments de toi que tu as rejetés pour survivre psychiquement sont précisément ceux qui contiennent ta vérité la plus profonde. Jung le découvrit de la manière la plus bouleversante. Pendant ces années de confrontation avec l'inconscient, il réalisa que les aspects de lui-même qu'il avait le plus violemment rejetés, sa rage, son besoin de pouvoir, sa vulnérabilité émotionnelle, n'étaient pas des défauts à éliminer, mais des sources d'énergie psychique vitale. En les intégrant consciemment plutôt qu'en les combattant, il accéda à une créativité et une puissance qu'il n'avait jamais connues. Jung comprit alors que l'ombre contient non seulement ce que nous avons de pire, mais aussi ce que nous avons de meilleur, tout ce que nous avons dû sacrifier pour être acceptés, pour survivre, pour correspondre aux attentes. Notre vitalité, notre spontanéité, notre authenticité résident souvent dans ces zones d'ombre que nous avons bannies. Daniel Siegel a montré à travers ses recherches en neurobiologie interpersonnelle que l'intégration est la clé de la santé mentale. Il définit l'intégration comme la liaison de parties différenciées du cerveau et de la psyché en un tout cohérent et flexible. Quand nous sommes intégrés, nous pouvons accéder à toute la gamme de nos états émotionnels, de nos pensées, de nos capacités, sans être submergés par aucun d'entre eux. Quand nous ne sommes pas intégrés, certaines parties de nous fonctionnent de manière autonome, créant ce que Jung appelait des complexes, des fragments psychiques qui ont leur propre volonté indépendante de notre conscience. Siegel a découvert que l'intégration se produit précisément quand nous pouvons nommer et reconnaître consciemment ces états différents sans les juger ni les rejeter. C'est exactement ce que Jung faisait dans l'imagination active. Il rencontrait consciemment chaque fragment de sa psyché, le reconnaissait, dialoguait avec lui, l'intégrait progressivement dans une totalité plus vaste. Combien de ces patterns inconscients as-tu identifiés dans ta propre psyché? Combien de fois as-tu réagi automatiquement à partir de ton style de vie plutôt que de répondre consciemment à la réalité présente? Écris ton nombre en commentaire, parce que compter tes mécanismes automatiques est déjà un acte radical de lucidité que peu osent accomplir. Camus disait quelque chose de profond qui résonne avec tout ce processus. Il affirmait que nous devons accepter l'absurde de notre existence, le fait qu'il n'y a pas de sens inhérent au monde, que nous sommes fondamentalement seuls face à l'univers indifférent. Mais plutôt que de désespérer, Camus voyait dans cette acceptation la source de notre liberté authentique. De la même manière, accepter l'absurde de ta propre psyché, le fait que tu n'es pas maître dans ta propre maison, que des forces inconscientes dirigent une grande partie de ta vie, que tu ne te connais probablement jamais complètement, cette acceptation même est ce qui te libère du besoin de maintenir l'illusion du contrôle total. Tu peux alors commencer à observer ton inconscient avec curiosité plutôt qu'avec terreur, à reconnaître tes mécanismes sans t'identifier totalement à eux. La liberté ne vient pas de contrôler ta psyché ou de la maîtriser, mais d'accepter de la voir, enfin, sans détourner le regard. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations quelque chose d'extraordinairement moderne. Il disait que nous ne sommes pas troublés par les événements eux-mêmes, mais par le jugement que nous portons sur eux. Applique cette sagesse à la conscience de soi. Tu n'es pas détruit par ce que tu découvres sur toi-même, mais par le jugement que tu portes sur ces découvertes. Si tu juges que ton ombre te rend mauvais, indigne, défectueux, alors tu fuiras éternellement toute conscience authentique. Si tu acceptes que l'ombre est simplement une partie de ta psyché humaine, ni bonne ni mauvaise, simplement réelle, alors tu peux commencer à la regarder sans te détruire. Sénèque, un autre stoïcien, affirmait que la vraie liberté ne consiste pas à ne pas être enchaîné, mais à accepter ses chaînes et à transformer cette acceptation en sagesse. Transpose cela à la conscience de soi. Tu es enchaîné par ton inconscient, par tes mécanismes de défense, par ton style de vie, par ton histoire. La libération ne vient pas d'éliminer ces chaînes, ce qui est impossible, mais de les voir clairement, de les comprendre profondément, et de choisir consciemment comment tu vis avec elles. Cette lucidité
transforme des déterminismes aveugles en contraintes conscientes que tu peux naviguer avec sagesse. Tu passes de « je subis ma psyché » à « je comprends ma psyché et je danse avec elle ». Et voici la révélation la plus troublante que les recherches cliniques ont confirmée. Jung a travaillé pendant plus de 60 ans avec des milliers de patients, analysant plus de 80 000 rêves. À travers tout ce travail monumental, il a identifié un pattern universel. Ceux qui atteignent la véritable individuation, la conscience authentique d'eux-mêmes, ne sont pas ceux qui éliminent leurs complexes ou qui dépassent leur ombre. Ce sont ceux qui développent de ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de tenir consciemment la tension entre les opposés sans les résoudre prématurément. Ils peuvent être à la fois forts et vulnérables, rationnels et émotionnels, généreux et égoïstes, sans se déchirer psychiquement. Ils acceptent qu'ils contiennent des contradictions et que ces contradictions sont la source même de leur humanité. Stanislas Dehaene, neuroscientifique français spécialiste de la conscience, a démontré que la conscience elle-même est un processus actif de sélection et d'amplification. Ton cerveau reçoit constamment des millions d'informations sensorielles et internes, mais seule une infime fraction accède à la conscience. Ce qui devient conscient est ce que ton cerveau juge suffisamment important ou menaçant pour mériter ton attention. Mais voici le piège. Ce jugement lui-même est inconscient. Ton cerveau décide en dessous du seuil de conscience ce qui mérite d'être conscient. Donc même ta conscience est dirigée par l'inconscient. Il n'y a pas d'échappatoire total à ce paradoxe, mais il y a une manière de le naviguer avec plus de sagesse. En reconnaissant humblement que tu seras toujours partiellement aveugle à toi-même, tu peux rester ouvert aux révélations inattendues, aux insights qui surgissent quand tu t'y attends le moins, aux miroirs que les autres te tendent sans le savoir. Jung disait quelque chose qui résume tout ce voyage vers la conscience. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais cet éveil n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu, souvent douloureux, toujours humiliant, qui te confronte sans cesse à tout ce que tu préférerais ne pas voir. Jung lui-même, jusqu'à 86 ans, jusqu'au dernier jour de sa vie, continuait ce travail. Il disait qu'il y avait toujours de nouvelles profondeurs à explorer, de nouvelles ombres à intégrer, de nouveaux aspects de l'inconscient collectif à comprendre. L'individuation n'a pas de point d'arrivée, seulement un engagement continu à rester éveillé, même quand le sommeil serait tellement plus confortable. La vraie transformation ne vient pas de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur ou de plus acceptable. Elle vient d'accepter de devenir qui tu as toujours été, sous les masses, sous les défenses, sous les illusions confortables. Jung appelait cela « réaliser le soi », ce centre organisateur de la psyché qui transcende et inclut à la fois le conscient et l'inconscient. Le soi n'est pas quelque chose que tu construis, c'est quelque chose que tu découvres, en enlevant progressivement tout ce qui n'est pas toi. C'est un processus de soustraction plutôt que d'addition, de révélation plutôt que de création. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français spécialiste de la résilience, a montré quelque chose de fondamental à travers ses recherches. Il a découvert que ce qui nous permet de surmonter les traumatismes n'est pas d'oublier, de nier ou de dépasser la douleur, mais de la raconter, de la mettre en mots, de l'intégrer dans une narration qui lui donne sens. Cette découverte rejoint exactement ce que Jung et Freud avaient compris. La parole consciente, le fait de nommer ce qui était inconscient, possède un pouvoir transformateur. Quand tu peux dire « je vois que je projette ma rage sur les autres parce que je ne peux pas l'accepter en moi », cette simple reconnaissance change déjà la dynamique psychique. Tu n'es plus totalement identifié au mécanisme, tu deviens l'observateur du mécanisme, et cet espace d'observation est le début de la liberté. Freud disait quelque chose de profondément vrai, malgré toutes les limites de sa théorie. Là où était le ça, le moi doit advenir. Traduit simplement, cela signifie que là où régnaient les pulsions inconscientes, la conscience doit progressivement émerger.
Non pas pour éliminer ces pulsions, ce qui est impossible et même dangereux, mais pour les reconnaître, les comprendre, les intégrer dans une personnalité plus consciente et plus cohérente. C'est exactement ce que Jung faisait dans son travail d'individuation, rendre conscient ce qui était inconscient, intégrer ce qui était fragmenté, reconnaître ce qui était nié. Mais entends bien ceci, cette lucidité a un prix. Tu ne peux pas devenir conscient de toi-même et rester la même personne. La conscience authentique détruit impitoyablement les illusions confortables sur lesquelles tu as construit ta vie. Elle te montre comment tu as fui l'intimité par peur de la vulnérabilité, comment tu as saboté tes réussites par conviction inconsciente d'indignité, comment tu as blessé ceux que tu aimais en leur projetant ton ombre non reconnue. Cette conscience est dévastatrice, mais elle est aussi libératrice, parce qu'une fois que tu vois clairement les patterns inconscients qui t'ont emprisonné, tu peux commencer à choisir différemment. Non pas facilement, non pas rapidement, mais possiblement. Jung termina sa vie en construisant de ses mains, pierre par pierre, ce qu'il appelait sa tour de Bollingen au bord du lac de Zurich. Il y travailla pendant des décennies, ajoutant constamment de nouvelles sections, sculptant des symboles alchimiques dans la pierre, créant un espace physique qui reflétait son monde intérieur. Cette tour n'était pas simplement un projet architectural, c'était une méditation continue sur l'individuation. Jung comprenait que devenir conscient de soi n'est pas un processus mental abstrait, mais quelque chose qui doit s'incarner, se manifester dans le monde matériel, s'exprimer à travers des actions concrètes. La conscience authentique change non seulement comment tu penses, mais comment tu vis. Si cette exploration t'a touché quelque chose au plus profond, partage-la avec quelqu'un qui cherche à se comprendre authentiquement. Quelle révélation t'a le plus ébranlé? Était-ce de réaliser que ta conscience de toi n'est qu'une narration construite, que ton ombre contient aussi ta vitalité, que tes mécanismes de défense te protègent et t'emprisonnent simultanément? Et si tu veux poursuivre ce voyage vers la conscience authentique, rejoins notre communauté de ceux qui ont choisi la lucidité malgré son prix, qui ont accepté de regarder en face ce que la plupart passent leur vie à éviter. La question n'est pas de savoir si tu es conscient de toi-même. La question est, es-tu prêt à supporter ce que la vraie conscience te révélera? Jung savait qu'il n'y a pas de prise de conscience sans douleur, mais il savait aussi que cette douleur est le passage obligé vers quelque chose que peu atteignent, devenir enfin qui tu es vraiment, sans masque, sans défense, sans mensonge. C'est le privilège de toute une vie, et c'est un privilège que tu peux choisir maintenant, dans ce moment présent, en acceptant simplement de commencer à regarder. Non pas tout voir immédiatement, mais accepter de voir un peu plus qu'hier. C'est tout ce que l'individuation demande, un engagement continu à l'éveil, même quand l'éveil fait mal.